ce journal, il sera question de la maternité Issa Gazobi qui se trouve être débordée en termes de fréquentation. Sur ce point, vous aurez les explications du directeur général de cette structure. Ensuite, dans cette édition, vous pourrez suivre le point de vue du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger relativement à la situation socio-politique qui prévaut actuellement dans notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, le directeur général de la maternité Isaac Gazobi a animé ce matin un point de presse. Une sortie médiatique pour parler du fonctionnement de cette structure qui est débordée par un trop plein de fréquentation. Ousmane Sidikou et Aboubakar Souley pour le reportage. Le véritable fonctionnement de la maternité Isaac Gazobi, c'est le caractère revêtu par cette sortie médiatique. Comme tout établissement public à caractère administratif, cette structure sanitaire a des missions à elle bien définies, surtout dans le cadre de la prise en charge des références. Sa mission, en réalité, c'est de prendre en charge les références qui nous ont faites par les structures périphériques. Les structures périphériques, c'est surtout les maternités de quartier, c'est aussi le CHR, mais c'est les hôpitaux de district. On en a un au niveau de Niamey, c'est Gawé. En principe, un malade n'est pas censé venir directement ici. Mais on a constaté à un moment donné que les malades nous viennent presque directement ici à hauteur de 60% des malades. Une maternité confrontée à un débordement sans précédent, un sérieux problème de promiscuité, aggravé par le non-respect de la pyramide sanitaire. Nous avons une pléthore de femmes qui sont là, pour l'essentiel des accompagnantes. Nous avons ici à la maternité Issa Gazobi 173 lits, dont 23 berceaux. Mais je vous assure, parce que chaque femme vient ici avec au moins 6 accompagnantes. Ce chiffre-là varie de 6 à 10. Faites le calcul. Nous avons aussi des femmes à partir de certaines heures qui viennent chez leur accoucher pour faire du foin-dit à la maternité. On a fait beaucoup. On a essayé de sensibiliser les gens. On a essayé. Ça n'a pas du tout bougé à ce niveau-là. Aux nombreuses questions des journalistes, des réponses claires et précises ont été fournies par le premier responsable de cette structure sanitaire. Pour y pallier, des dispositions sont en train d'être prises pour non seulement désengorger, fluidifier la circulation à l'interne, afin que le véritable rôle dévolu à cette maternité puisse être joué. Ce soir, nous recevons Mokhtar Mamoudou, il est haut-commissaire au programme Niamey-Niala. Avec lui, nous allons parler de Niamey-Niala. Alors, monsieur le haut-commissaire, depuis votre nomination, quelles sont les actions concrètes que vous avez déclenchées afin de rendre Niamey coquette? Merci monsieur Cissé, et merci à Labari de m'inviter sur ce plateau. Je voudrais préciser d'abord que le programme Niamey-Niala, c'est une ambition du président de la République qu'on peut résumer autour de 3 axes. Le premier axe, c'est doter la ville d'équipements, d'infrastructures adéquats, dignes de ce nom. Le deuxième axe, c'est permettre l'accès aux services essentiels dans la ville de Niamey. Et le troisième axe, c'est permettre la création d'emplois, des activités génératrices de revenus à partir des activités que nous menons dans le premier et le second axe. C'est essentiellement ces 3 axes qui résument les activités de Niamey-Niala. En termes d'action, nous poursuivons les actions traditionnelles d'aménagement d'espace, d'équipement, d'infrastructures.
dans toute la ville. La ville a été en chantier, la ville continue à être en chantier, mais particulièrement cette fois-ci, nous intervenons de manière accentuée sur le deuxième axe, c'est-à-dire l'accès des services essentiels, notamment la gestion des déchets. Le président de la République a fait de ça une préoccupation majeure, je dirais même une préoccupation première. Il nous a demandé très rapidement de lui proposer des solutions durable, ce que nous avons fait, et il a mis, en tout cas, il a fait le nécessaire pour que ce plan d'action soit mis en œuvre. Nous avons démarré ce plan d'action le 28 juillet, nous la poursuivons. À ce jour, nous avons dégagé ou bien débarrassé la ville de Niamey de plus de 30 000 tonnes à partir des moyens du bord. Les moyens du bord, ce sont des moyens financiers au niveau du commissariat Niamey-Niala, mais c'est surtout la logistique, le personnel humain des arrondissements, de la mairie centrale. Nous avons utilisé ces engins et à travers cette étroite collaboration avec la mairie centrale, les différents arrondissements, nous sommes en train de faire quelque chose d'assez intéressant dans la ville de Niamey. Je reconnais que la tâche est énorme. Les efforts sont certes remarquables, mais encore insuffisants. Mais nous allons continuer dans ce sens. Une fois qu'on ne baisse pas les bras, je suis persuadé que nous allons y arriver. Ensemble avec les maires d'arrondissement, avec le maire central et tous les acteurs qui sont concernés par cette question des déchets que nous sommes progressivement en train d'identifier, en train d'associer, et je dirais dans un second temps que nous allons responsabiliser chacun à prendre part à cette prise en charge de gestion des déchets de la ville de Niamey. On sait que la ville de Niamey fait face à un problème d'accumulation d'ordures. On voit ça, il y a des ordures qui deviennent des montagnes souvent. Alors, qu'allez-vous faire pour effacer cela de la ville de Niamey? Alors, pour prétendre effacer ce problème, il faut d'abord analyser ce problème. On est à Niamey à peu près à 1 300 000 de population et chaque individu produit 0,75 kg de déchets. On estime par jour à 1000 tonnes de déchets par jour, c'est-à-dire 1 million de kilogrammes de déchets. Et les moyens actuels de la ville de Niamey pour évacuer ces déchets sont estimés à peine à 40%. C'est-à-dire que chaque jour, nous avons 60% de déchets qui s'accumulent dans la ville. Et c'est qui est normal qu'aujourd'hui, à ce stade, on se trouve face à une ville qui est étouffée. Donc je crois que la première chose à faire, c'est d'analyser ce problème. Quand on regarde les déchets de près, on constate qu'une grande partie est constituée de sable, à peu près 54%. 31% est constitué de déchets organiques, 5% de plastique. Et je pense que si nous changeons un peu de paradigme, de façon de faire pour gérer ces déchets, nous allons arriver. Qu'est-ce que nous appelons changement? C'est peut-être sortir de cette logique d'évacuation systématique des déchets dans la ville de Niamey et essayer de voir sur place quelle politique, quelle technique mettre en place. Je pense notamment à la valorisation, au tri au niveau de la précollecte pour que à un certain moment qu'on ait une quantité moindre de déchets à évacuer dans la ville. Les déchets qui seront évacués ne seront que les déchets dont on n'a véritablement pas besoin. Bon voilà, à travers notre petite expérience en 3 mois d'exercice, nous avons remarqué qu'au niveau des différents tas d'ordures ménagères de la ville, qu'il y a des jeunes qui s'activent à faire du tri, à prendre les déchets plastiques. Et donc je pense que la solution durable serait de mettre en place ce système de gestion de tri, de valorisation de déchets, en mobilisant tous les acteurs, les jeunes, en les organisant, en leur permettant de s'en sortir à travers cet emploi qui est noble, qui est intéressant. Et je pense que c'est aussi ça la préoccupation, la vision du président de la République, voir dans ce que nous estimons
ou ce que nous considérons comme faiblesse, comment faire de ça une force. Voilà, notre objectif à moyen terme, je dirais même en court terme, c'est de faire de cette gestion des déchets une force pour la ville de Niamey. Ensuite, on sait que la coquetterie, c'est une affaire de mentalité. Alors, comment vous allez faire pour rallier le maximum des populations à votre programme? La stratégie, elle est simple. C'est que il faut que les uns et les autres comprennent que la gestion des déchets, c'est pas une affaire seule de la mairie et des arrondissements, ni de Niamey-Niala, mais c'est une affaire qui concerne tout le monde, qui me concerne, qui vous concerne, qui concerne tous les spectateurs, donc qui nous regardent. Et je pense que une fois qu'on arrive à faire comprendre à tout un chacun sa responsabilité, nous serons en mesure d'avancer. Comment amener les gens? Et je pense que la meilleure formule, c'est de les associer. De les associer dans l'identification des problèmes, de les associer dans la recherche des solutions, de les associer dans la mise en œuvre de tout ce que nous allons faire. Je pense qu'en les associant, on les responsabilise. Et il est aussi important que les gens comprennent que les déchets ou bien la prolifération des déchets n'est pas en harmonie par rapport à nos valeurs culturelles, à nos valeurs religieuses. Je pense que l'islam, qui est notre religion en majorité, recommande, dans les premières recommandations, c'est la propriété. Et je pense que cela, il faut aussi rappeler ça aux populations. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, monsieur le commissaire. C'est moi qui vous remercie. Pour poursuivre ce journal, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger a rendu public une déclaration ce matin. Au centre de celle-ci, la situation sociopolitique et économique qui prévaut dans notre pays. Le résumé de cette déclaration avec Michel Deji. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, MOJEN, par la présente déclaration, passe au crible la situation sociopolitique et économique du pays. Au premier plan, la situation des anciens contractuels et l'opération de déguerpissement en cours. L'accumulation des arriérés de traitement des contractuels est évaluée à plus de 35 milliards et le renvoi de leur paiement désormais aux institutions municipales à travers la décision irresponsable et irréfléchie du ministre de l'Éducation de base constitue une véritable démission et insulte à l'endroit du peuple nigérien. C'est dans ces contextes de désolation nationale qu'intervient la menace du gouverneur de Niamey, désormais acquis au plus sale besoin d'en finir de façon définitive avec le petit commerce au nom d'une politique d'assainissement meurtrière dont l'état désolant des rues de Niamey en donne la claire portée. Le gouverneur de Niamey a-t-il froid aux yeux? N'est-il pas moins indiqué pour parler de la question de salubrité à Niamey? Le MOJEN saisit d'ailleurs cette occasion pour inviter toutes les victimes du carnage opéré par les autorités régionales et municipales de Niamey à porter plainte et à exiger dommages et intérêts sur les cas opérés par ces derniers. Des faits inqualifiables et inédits qui malheureusement ont la bénédiction du politique fustige le MOJEN. Malheureusement, le pouvoir politique observe dans l'indifférence la plus absolue les deux principaux responsables de la région faire ce que bon leur semble. Incompétence, inconséquence, médiocrité absolue. Tels sont les haïssables comportements de ces hommes ayant acquis la totale complicité des autorités politiques du pays. Sans doute, l'événement le plus marquant est cette liquidation de l'opposition, avec la cooptation à la mangeoire d'un des plus grands partis qui vient de rejoindre les camps de la turpitude. Un constat amer qui suscite ce vif rappel du MOJEN. Au régime toutes ses responsabilités, dans l'état d'abandon, la déliquescence et le laisser-aller inqualifiable dans lesquels est plongé le pays, exige le limogeage immédiat du COHO pour incapacité notoire d'organisation du Hajj, tout en souhaitant un Hajj Mobrour à l'ensemble des pèlerins nigériens. Exige toute la lumière sur tous les examens et concours
entachés de fraude et le paiement de tous les arriérés des enseignants contractuels pour sauver l'école nigérienne de la crise. Interpelle la communauté internationale sur l'exigence de la libération sans condition des personnes arrêtées dont des élus sur le fameux coup d'État monté de toutes pièces contre des citoyens nigériens. Soutient le collectif du Conseil de défense des avocats dans son combat contre l'arbitraire et la dictature. Mieux, le Mogène soutient les Saman dans son combat quotidien pour une justice indépendante. À travers cette sortie médiatique, le Mogène a cru crever l'abcès. Le registre des déclarations, le syndicat national des gardiens, manœuvres et filles de salle des municipalités a rendu public ce matin une déclaration dans laquelle il réclame le paiement de tous les arriérés de salaire et indemnités. Nasser Antofo et Soumaïla Ablaï pour le compte-rendu. Au centre de cette déclaration du Bureau exécutif national des gardiens, manœuvres et fuites des salles des municipalités, les préoccupations majeures de ces militantes et militants, dont entre autres le non-paiement à terme échu de leur salaire et indemnité. Le Bureau exécutif national du SIGAM exige du président du conseil de ville de Niamey le paiement de tous les arriérés de salaire et indemnités, le versement de retenue CNSS opéré sur les salaires de ces militantes à la CNSS, la dotation en tenue d'identification, la dotation en équipement, aïno de dissuasion, sabre, gourdin, menottes, bottes, les gardiens, vareuses et blousons, la construction des logements dans les cours des établissements scolaires et CSI non dotés. Le rejet pur et simple de l'arrêté numéro 058 du 2 août 2016 du président du conseil de ville de Niamey. Au regard de tout ce qui précède, le Ben Sigam exige du président du conseil de ville de Niamey la résolution de toutes ces préoccupations dans les meilleurs délais et demande à ses militants de rester mobilisés pour un éventuel mot d'ordre. La semaine scientifique, culturelle et sportive du scolaire nigérien a pris fin hier avec une soirée culturelle au menu varié. Compte rendu Nasser Antoufo et Abouakar Souley. C'est avec une soirée culturelle qu'a pris fin les activités entrant dans le cadre de la 5e édition de la semaine du scolaire nigérien, occasion saisie par le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens pour rappeler aux scolaires en proie à plusieurs difficultés d'ordre académique et social le défi qui est le leur. Il y a eu des hauts et des bas par rapport aux actes que les hommes ont posés. Mais j'ai dit, l'ISN elle est grande. Sa grandeur permettra de relever les défis auxquels nous ferons face à la rentrée académique 2015-2016. Le défi est grand. Beaucoup de choses ont été dites et seront dites. Mais que Dieu nous montre la rentrée académique 2015-2016 où nous tous, avec toutes les sections de l'Union des scolaires, nous avons engagé le combat qu'il vaut et qu'il vaille pour que nous puissions relever les défis qui faisaient en face de nous. Ces défis, c'est la tête au problème que les scolaires et les étudiants nigériens font face aujourd'hui. Il est également revenu sur l'objectif recherché à travers cette semaine. Cette soirée qui va nous permettre d'échanger entre nous, de discuter entre nous et d'échanger à travers les brassages culturels. Et nous allons profiter de cela pour partager et essayer de donner des trophées pour ceux qui ont été les gagnants. À cet instant précis, je déclare clos la semaine des scolaires nigériens, la 5e édition. Et je précise à toutes les sections qui ont été présentes d'être attachées à nos valeurs, les valeurs et les idéaux de notre organisation, qu'à la rentrée académique que nous engageons le combat qu'il vaut et qu'il faut pour défendre les valeurs de notre organisation. Le groupe Soga, sketch et danse des étudiants ont tenu en haleine le public. En sport, c'est l'université de Zender qui a remporté la coupe. Fin du tournoi des grandes vacances de la rive droite. La finale a été remportée par l'équipe Aporiba de Karagué au détriment de l'équipe des Lions du rond-point Kennedy. Ce tournoi qui s'est déroulé sur plusieurs jours avait enthousiasmé les jeunes de la commune 5. Ousmane Sidikou et Sadoumi pour le reportage.
L'affiche est des plus alléchante à cette finale de la deuxième édition du tournoi de grandes vacances de la commune 5. Elle mettait aux prises Aporiba de Karadje habillé en rouge et l'équipe de Lyon du rond-point Kennedy. Un tournoi qui initialement sont assignés des objectifs et qui sont largement atteints. Le tournoi a pour objectif d'occuper les jeunes pendant les vacances et aussi de faire émerger les jeunes talents. Et nous avons eu des soutiens que nous tenons à remercier. Nous avons le soutien vraiment inestimable de M. Alhaji Di Sisco, qui est un promoteur et qui aide beaucoup la jeunesse, et surtout ceux qui sont de la commission. On pense que l'objectif est atteint parce que le tournoi s'est déroulé pratiquement pendant les vacances. Et nous avons occupé des jeunes. Et chaque week-end, nous avons les jeunes qui sont réunis ici. Presque tous les quartiers de la rive droite sont ici. Et ils sont dans une ambiance amicale, ludique et de compétition. L'issue de ce tournoi aura vu le sacre d'Aporiba qui a reconnu les talents de l'adversaire. Un adversaire au passage qui a fait montre de fair play. C'est un sentiment de fierté et de la joie. L'adversaire était fantastique. C'est une bonne équipe. C'est vraiment la chance de leur contrarier, c'est ça. Et nous, la chance c'est pour nous. Nous l'avons remporté. On a fait une bonne demi de match. Mais malheureusement, on n'a pas de chance. Ils ont plus de chance que nous. Ils ont pris cette coupe. Mais ça ne fait rien. Il y a l'année prochaine qui vient, on va commencer le tournoi l'année prochaine. On va voir ce que Dieu va nous donner. Paris donc a gagné pour les organisateurs de ce tournoi qui a vu la participation de 16 équipes au départ. Aporiba de Karadje est l'équipe championne de la deuxième édition de ce tournoi de grandes vacances. L'équipe s'adjuge la première place avec une coupe suivie d'une enveloppe de 30 000 francs. Deuxième, Lyon du rond-point Kennedy avec une enveloppe de 20 000 francs. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.